Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et rangs respectifs et respectés, je voudrais très sincèrement vous remercier, mais surtout vous féliciter pour cette pertinente initiative en ce qui concerne cette conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur. Je suis très heureuse, bien sûr, de prendre part à cette conférence et je vous remercie de m'avoir convié. Je voudrais aussi vous dire tout simplement la pertinence de cette problématique de nos jours. Et je voudrais très sincèrement reconnaître le travail extraordinaire que Monsieur le directeur Pedro et toute son équipe sont en train d'organiser sur ces enjeux éducatifs de l'enseignement supérieur. Je voudrais aussi dire que ce n'est pas fortuit que cette conférence se déroule à Barcelone. Barcelone, bien sûr, qui est une terre d'expertise, Barcelone où les chercheurs et les universitaires se sont organisés depuis plusieurs décennies pour s'assurer bien sûr de l'effectivité du droit à l'éducation et particulièrement à l'enseignement supérieur des groupes les plus marginalisés à travers des innovations dans le domaine de la recherche-action. Et je voudrais vraiment reconnaître ce travail extraordinaire qui est fait par la ville de Barcelone, mais particulièrement par ses chercheurs universitaires, et femmes et hommes, et bien sûr, toutes disciplines confondues. Je voudrais aussi reconnaître le travail au niveau mondial de l'ensemble des chercheurs du monde entier. Et c'est vraiment l'occasion de les féliciter et de les encourager à poursuivre cette perspective parce que de toute façon, sans les résultats des chercheurs, sans les réflexions des chercheurs, notre humanité ne pourra jamais innover et elle ne pourra jamais aller de l'avant. Et pour moi, ça c'est fondamentalement important. Et je voudrais encore profiter aussi de cette opportunité pour féliciter l'équipe qui est en charge du droit à l'éducation au siège de l'UNESCO à Paris. J'ai nommé Madame Rola Moumné avec toute son équipe pour les encourager malgré les modiques moyens, pour les encourager par rapport à la pertinence de leurs engagements, les encourager par rapport surtout à l'enjeu fondamentalement important de ce que ça représente, le droit à l'éducation au niveau mondial. Et je voudrais vraiment saisir cette occasion pour remercier l'équipe technique qui m'accompagne au niveau du mandat de l'éducation, qui a participé à l'organisation et bien sûr à la mise en place de cette belle initiative de façon conjointe que nous sommes en train de réaliser et d'organiser aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, de quoi parlons-nous en fait? Il faut reconnaître que assez souvent, nous pensons plus à l'éducation primaire, à la limite secondaire, et nous oublions assez souvent les autres pans des systèmes éducatifs. Nous oublions assez souvent le préscolaire et nous oublions assez souvent l'enseignement supérieur. Mais il faut aussi reconnaître que très souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ont tendance à faire des confusions. Quand on parle par exemple de l'enseignement technique et professionnel, on oublie que cet enseignement-là doit être intégré dans le processus éducatif depuis le préscolaire jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Malheureusement, assez souvent, on a tendance à oublier que cette dimension-là fait partie aussi, bien sûr, du concept de l'enseignement supérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que les futurs de l'éducation, qui ont été tout à fait bien déterminés par l'UNESCO, ont absolument prévu et insisté sur le fait qu'il faut s'assurer que justement ces compétences-là, à la fois techniques et professionnelles, soient intégrées dans l'enseignement supérieur. Que ce soit les établissements, mais ce soit aussi les instituts de formation. Un troisième élément peut-être important sur lequel il faut absolument que nous puissions faire attention, c'est le fait aussi que très souvent, on oublie que l'éducation, c'est vraiment l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, on ne s'arrête pas au préscolaire ou au primaire ou au secondaire, mais l'éducation devrait permettre à chaque individu et dans chaque société, mais chacun par rapport à ses moyens,
par rapport à son contexte, par rapport aussi à ses desiderata, c'est-à-dire à ses demandes et ses besoins spécifiques. S'assurer que, bien sûr, chaque apprenant puisse développer ses capacités qui lui permettent de participer à la vie à la fois civique, politique, économique, sociale, culturelle, mais aussi au développement durable de nos sociétés et de notre humanité. Et ça, je crois que c'est ça la ligne, et la ligne la plus essentielle pour notre humanité. Nous parlons également d'un droit protégé par les instruments internationaux, celui du droit à l'enseignement supérieur. Selon l'article 13 du Pacte international du droit relatif par exemple aux droits économiques, sociaux et culturels, toute personne a le droit à l'éducation. Cela ne se limite pas aux échelons de l'enseignement primaire ou secondaire, mais je dis et je répète, c'est l'éducation tout au long de la vie. L'article 13 précise aussi qu'en vue d'assurer le plein exercice du droit à l'éducation, l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous et à toutes et en pleine équité et égalité en fonction des capacités de chacun et de chacune. Ce droit doit être abordé en utilisant bien sûr le cadre des 4 capacités, les 4A. Premièrement, la dotation en termes bien sûr de disponibilité. Les institutions éducatives et les programmes éducatifs doivent être accessibles à tous et à toutes, sans discrimination, à l'intérieur de la juridiction de l'État. L'accessibilité inclut l'accessibilité physique, économique, mais aussi géographique et à l'information. Les discriminations fondées sur le sexe, le genre, l'origine nationale ou ethnique, la condition sociale ou encore le handicap sont des questions majeures auxquelles il faut s'attaquer. Cela inclut des difficultés qu'ont les jeunes, les femmes par exemple, de voyager pour aller étudier à l'étranger ou d'accéder à certaines filières. La forme et le contenu de l'enseignement, y compris les programmes éducatifs et les méthodes pédagogiques, doivent être acceptables, par exemple pertinents, culturellement et appropriés de bonne qualité pour les étudiants et les étudiantes, et selon le besoin des parents et la forme aussi et le fond de l'éducation, incluant les programmes et les méthodes d'enseignement, doivent être orientés vers les buts et les objectifs, pour ne pas dire les finalités, afin de garantir le droit international et les droits humains. L'adaptabilité, comme 4e A, l'enseignement doit être souple de manière à pouvoir être adapté aux besoins et à la demande des sociétés et des communautés en mutation, tout comme aux besoins des étudiants et des étudiantes, bien sûr, dans leur propre cadre social et culturel. Ce format nous invite à nous pencher sur quelques questions très importantes. La question des capacités de chacun et de chacune. Le droit à un enseignement supérieur doit s'attendre à un droit à l'enseignement supérieur gratuit, mais aussi l'importance du secteur public de l'éducation au niveau supérieur. Et enfin, l'importance cruciale de la liberté académique et de la recherche scientifique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accès au savoir comme bien commun, le droit de participer à la vie scientifique et la nécessité, bien sûr, de sciences ouvertes, open science. Je note que la recommandation de l'UNESCO concernant la science et les chercheurs scientifiques de 2017 reconnaît l'importance de la science en tant que bien commun. La commission aussi de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation, pour sa part, a relevé que le savoir est une extraordinaire réalisation humaine qui appartient à tous et à toutes. Il importe de bien garder cette approche à l'esprit. Nos patrimoines de connaissances communes sont notre bien commun. Dans le domaine de la recherche, ceci a des implications concrètes, demandant notamment la publication
des articles de recherche scientifique en accès ouvert, il me semble nécessaire de revisiter les modèles économiques, notamment le système de publication scientifique par des grands journaux hors de prix et donc hors d'accès pour de nombreuses universités et instituts de recherche et notamment dans les pays du Sud. La protection des droits des étudiants et des étudiantes dans le cadre de l'enseignement supérieur constitue aussi un élément majeur. Je voudrais terminer ma présentation en insistant sur la question des droits des apprenants et des apprenantes dans le cadre de l'enseignement supérieur, en prenant appui sur les événements d'actualité qui nous concernent tous et toutes. La première est le droit au respect de la vie privée. Dans le cadre de la digitalisation de l'éducation, qui s'est considérablement accentuée avec la pandémie du Covid-19, le droit au respect à la vie privée des apprenants et des apprenantes n'a souvent pas été respecté. Aucune considération ne peut justifier de telles violations. Il n'y a pas réellement de possibilité pour les apprenants et les apprenantes de refuser leur consentement à la collecte de leurs données. Ils ne peuvent pas véritablement contester les dispositions relatives à la protection de la vie privée adoptées dans les établissements d'enseignement et refuser de fournir des données en dépit des préoccupations légitimes, soit parce que ces données sont récoltées secrètement, soit parce qu'aucune possibilité n'est offerte de refuser d'être suivi. Une autre de mes préoccupations concerne le lien strict qui s'établit de plus en plus entre le secteur de l'éducation et le marché du travail par le biais des données numériques. La numérisation du parcours d'études des étudiants et des étudiantes peut désormais servir de curriculum vitae professionnel précis pour entrer dans le marché du travail. Cela s'opère dans l'opacité, sans droit de rectification, souvent avec une surveillance constante des étudiants et des étudiantes dont les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes pour leur avenir, dans le cas par exemple d'une présence irrégulière aux exercices en ligne. En outre, cela peut conduire à une emprise du secteur de l'emploi sur le secteur bien sûr de l'éducation, en ne valorisant que des parcours éducatifs pertinents pour les employeurs et en dictant au final que certains cours ne sont plus simplement dispensés. Et ça constitue un élément majeur de notre réflexion. Je voudrais aussi rappeler que les étudiants et les étudiantes, et les apprenants et les apprenantes qui partent faire leurs études dans d'autres contrées, donc à l'étranger, sont parfois particulièrement vulnérables. Lors de la crise du Covid-19, des témoignages ont fait état d'étudiants laissés à eux-mêmes, sans ressources, dans divers pays hôtes. La crise aussi des réfugiés venant de l'Ukraine, parmi lesquels se trouvaient des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères, a aussi montré ces vulnérabilités et le traitement intolérable qui leur a été réservé. Des protections spéciales devraient être vraiment établies pour que ces événements ne se répètent plus jamais dans notre humanité. Enfin, je voudrais insister sur certains enjeux. Une de mes préoccupations majeures, mais surtout aussi celle de mes prédécesseurs dans le mandat, mais je voudrais encore insister que cette préoccupation aujourd'hui, elle concerne pratiquement tous les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont aussi abordé d'autres thématiques. Et cela concerne particulièrement la commercialisation croissante du secteur de l'éducation, mais aussi d'autres secteurs sociaux, comme la santé, comme l'environnement, comme l'eau. Je voudrais insister sur deux dimensions. Pour moi, la gratuité de l'éducation va de pair avec l'instauration d'un système éducatif public pertinent, de qualité,
et accessible à tous et à toutes est très fort. Il faut garder donc cette question à l'esprit pour deux éléments et deux raisons essentielles. Le premier est la participation des entreprises commerciales dans l'élaboration des manuels, dans l'organisation de conférences, dans la création des chaires universitaires ou des programmes de recherche. Et ça, d'une certaine façon, ces problèmes posent, en ce qui me concerne, des libertés académiques. Et l'élaboration, bien sûr, de contenus éducatifs de qualité sont biaisés à ce niveau-là pour des raisons type commercial. Le deuxième élément important pour moi, c'est la digitalisation de l'éducation. Et cette digitalisation de l'éducation est une voie d'entrée importante et phénoménale des acteurs privés commerciaux dans les secteurs de l'éducation et à tous les niveaux des secteurs de l'éducation, du préscolaire jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur et surtout aujourd'hui de plus en plus au niveau de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est très important de s'assurer que la digitalisation et la problématique de la commercialisation de l'éducation constitue un enjeu majeur pour les décideurs, mais aussi pour les chercheurs universitaires, mais aussi ceux qui gouvernent nos universités et qui gouvernent l'enseignement supérieur. C'est très important et il faut absolument pouvoir s'attaquer à cette question-là à l'échelle mondiale. Un point important et particulièrement un enjeu qui me tient aussi à cœur, sur lequel je voudrais vraiment terminer cette conférence et cette contribution, c'est de dire l'importance cruciale de la liberté académique et de la recherche scientifique. On ne peut, il me semble, parler d'éducation supérieure sans aborder la question cruciale et fondamentale de la liberté académique et de la recherche scientifique. Je suis très préoccupée par cette question parce que de nombreuses informations me parviennent. J'ai reçu de nombreuses interpellations venant bien sûr du monde académique, mais venant aussi de la société civile et venant bien sûr des gens du privé. Et cela commence déjà à devenir de plus en plus inquiétant. Et vraiment, c'est un phénomène qui va grandissant. Et je pense que si on ne prend pas des mesures assez vite et assez tôt, c'est très important que cette question-là puisse être examinée de près par à la fois les chercheurs, les décideurs, mais aussi bien sûr les universitaires eux-mêmes et la société civile qui a un rôle d'avant-gardiste et qui est toujours disponible pour pouvoir accompagner. Je sais que l'UNESCO a permis d'adopter la recommandation révisée concernant les sciences et les chercheurs en 2017. Et ça, je crois que je salue cette décision et je salue cette adoption parce qu'elle est essentielle et elle va permettre bien sûr de construire une belle perspective. Je voudrais aussi rappeler que selon le comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans son observation générale numéro 13, les membres de la communauté universitaire sont libres, individuellement, collectivement, d'acquérir et de développer et de transmettre savoir et idées à travers la recherche, l'enseignement, l'étude, les discussions, la documentation, la production et la création, mais aussi les publications. Les libertés académiques englobent la liberté pour l'individu d'exprimer librement ses opinions sur l'institution, sur le système dans lequel il travaille, d'exercer ses fonctions sans être soumis à des mesures discriminatoires et sans crainte de répression de la part de l'État et de tout autre acteur, de participer bien sûr aux travaux d'organismes universitaires, professionnels ou représentatifs et de jouir de tous les droits des réformes reconnues sur le plan international applicables aux autres individus relevant de la même juridiction. La jouissance des libertés académiques a pour contrepartie des obligations
Par exemple, celle de respecter les libertés académiques d'autrui, de garantir un débat contradictoire, équitable et de réserver le même traitement à tous et à toutes sans discrimination fondée sur l'un ou l'autre des motifs prescrits. Par ailleurs, l'exercice des libertés académiques nécessite l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Être autonome, c'est pour un établissement d'enseignement supérieur, c'est jouir du degré d'indépendance dont il a besoin pour prendre des décisions efficaces, qu'il s'agisse de ses travaux, de ses normes, de sa gestion, mais aussi de ses activités connexes. Il reste que cette autonomie doit être compatible avec les systèmes de contrôle public, en ce qui concerne en particulier les fonds octroyés par l'État. Vu les importants investissements publics réalisés dans l'enseignement supérieur, il importe d'établir un équilibre satisfaisant entre l'autonomie de l'établissement et l'obligation qu'il a de rendre des comptes. Dans ce domaine, il n'existe pas d'arrangement type unique. Les arrangements institutionnels doivent néanmoins être raisonnables, justes, équitables et aussi transparents et ouverts à la participation que possible. C'est la recommandation fondamentale que je fais à ce niveau-là. Ceci dit, je voudrais encore vous féliciter pour cette belle initiative et vous encourager à poursuivre à la fois la réflexion, mais surtout vous rassurer que je suis disponible pour pouvoir continuer à aiguillonner le droit et sincèrement le droit à une éducation supérieure de qualité publique pour tous et pour toutes, parce que c'est un droit fondamentalement humain et pour moi, il y va de notre humanité tout entière. Merci beaucoup.